Francis Dolan du RIL de Pointe-Saint-Charles. Donc, on t'a invité pour parler notamment parce que la semaine passée, on était comme un gain qui est arrivé, PL20 a été mis sur table, mais en même temps, on s'est dit que ce serait une bonne occasion justement de parler logement au sens plus large parce qu'on le sait, ben, c'est un enjeu très important ces temps-ci et on a entendu aussi, tu sais, là, c'est la fin de session parlementaire de la CAQ, la dernière peut-être, puis ben, ils ont fait, j'ai l'impression, beaucoup de marde de ce côté-là. Donc, ça pourrait être l'occasion aussi de faire un espèce de petit bilan, puis d'expliquer plus concrètement aux gens ce qui s'est passé, sur quel, mettons, front on pourrait vouloir lutter, qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour un monde meilleur et tout. Pour commencer, est-ce que tu aimerais te présenter quelque peu en tes propres mots? Moi, c'est Francis, donc je travaille au regroupement Information Logement. Ça fait 5 ans que je travaille là à temps plein. Donc, c'est un comité logement qui est dans le quartier de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est développement de logement social, de répondre aux besoins des locataires qui cherchent du logement social, de répondre aussi aux besoins des locataires qui vivent dans les logements privés puis qui subissent justement, qui vivent des rénovictions, qui vivent des reprises de logement, des évictions, des hausses de loyers abusives, des cas d'insalubrité. Donc, on travaille sur vraiment tout ça. Mais notre optique est vraiment de transformer le parc de logement au Québec, puis vraiment de socialiser le logement privé du Québec, en OK. commençant par notre quartier. Ça existe depuis combien de temps à peu près? Ça existe depuis 1979. Tu sais, les comités logements, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très unique au Québec, là. Il y a seulement qu'au Québec qu'on a des comités logements en si grand nombre à travers toute la province, là. On parle de près d'une cinquantaine de comités logements à travers la province. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde, donc c'est un Ah modèle qui est ouais. vraiment intéressant puis qui est durable parce que, tu sais, c'est comme il y en a que ça fait 50, 55 ans qui existent, qui font un travail d'organisation communautaire dans les différents quartiers de Montréal ou les différentes régions du Québec. Comment tu l'expliquerais justement cette spécificité CAB, à ce niveau-là? Je dirais que dans les années 70, il y a eu beaucoup d'organisations communautaires qui s'est fait de manière très grassroots dans les quartiers. Ça a beaucoup commencé durant les démolitions de quartiers, notamment à Montréal, mais aussi à Québec. À Montréal, il y avait des grandes volontés de démolir des quartiers. On peut penser, par exemple, à la Petite Bourgogne qui avait été rasée presque à la moitié. Le Red Light dans le centre-ville de Montréal qui a donné des habitations Jeanne-Mance aujourd'hui. Donc, différents quartiers comme ça, le Faubourg Ramlas dans le centre-sud qui a été rasé pour faire la tour de Radio-Canada, par exemple. Donc, différents quartiers comme ça qui se faisaient démolir. Puis, les résidents qui habitaient là se rassemblaient puis créaient des comités de défense de quartier. Puis ensuite, réclamer, si, mettons, il y avait une démolition, réclamer qu'il y ait du logement social qui soit construit en place de la révolution, je vais dire de la révolution, de la démolition, désolé. Ben, Un beau c'est un lapsus. beau lapsus, ouais. OK, Ouais. fait que c'est vraiment des mouvements citoyens, là, à la base, pure et Oh, dure, oui. qui ont mené à l'évaluation. Ça, c'est vraiment Ouais. intéressant. Puis après ça s'est un peu plus institutionnalisé en recevant une accréditation qui s'appelle l'Action communautaire autonome, qui touche pas que les comités logements, mais tout ce qui est les groupes de femmes au Québec, les comités logements, les comités de défense des droits sont sous cette accréditation-là, on va dire, puis on reçoit un financement récurrent grâce à ça. Donc, c'est un financement où on peut dire ce qu'on veut, on peut contester le gouvernement de manière ouverte, puis le gouvernement nous donne quand même un financement pour le faire. Ça, y aurait-tu comme c'est comme à la mission, dans le fond, c'est ça? Ou c'est vous avez même pas besoin de faire des Ouais, c'est demandes, ça. Il y a une partie que c'est un financement à la mission, effectivement. OK. Tu sais, quand tu dis, le gouvernement, tant mieux là, que ça le soit là, mais j'étais comme avec le gouvernement qu'on a de ces temps-ci, est-ce qu'il y aurait comme quelqu'un qui pourrait essayer d'aller jouer là-dedans ou c'est genre vraiment comme protégé d'une façon, j'imagine pour changer la loi, genre d'en faire de même, genre? Il y a quelques petites attaques, là, notamment sur notre autonomie qui se fait de temps en temps, mais pour l'instant, il n'y a pas de remise en question du financement. Par contre, le financement, il ne s'améliore pas beaucoup avec les années. Donc, Ouais. on est obligé d'aller chercher d'autres financements qui, celui-là, peut avoir plus d'impact sur notre mission puis sur nos activités. Donc, c'est plus par attrition du financement qu'il Ouais. y a un Ouais. problème qui se pose. Pour les gens, tu sais, qui savent pas, là, mettons, j'imagine que il y a des gens qui viennent vous voir, le comité logement, pour de l'aide, puis qui sont comme: «Yo, il y a ça qui se passe avec mon logement, on aurait besoin de ça, ça, ça», mais est-ce que vous faites aussi du outreach, que vous promenez dans les Ouais. quartiers, puis vous allez voir? J'imagine que c'est très essentiel, ça aussi, pour les gens qui ont moins de ressources, qui sont moins au courant, tout ça? Ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'être très connu dans le quartier, puis que dès que quelqu'un a un problème, ses voisins, voisines ou ses amis puissent référer directement la personne au comité logement. Donc, Pointe-Saint-Charles, les gens nous connaissent très bien. Donc, très rapidement, dès
dès qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui écrit sur le groupe de quartier, il se fait tout de suite référer à nous. Ou, tu sais, s'il parle à quelqu'un de son entourage, il se fait directement référer à nous. Donc, on a moins besoin de faire de outreach, Ça, mais c'est c'est quand même nécessaire. Tu sais, si on voit des immeubles mis en vente, par exemple, tu sais, une pancarte d'un triplex à vendre, ben, on va aller voir directement les locataires qui habitent là pour s'assurer qu'ils connaissent leurs droits, puis aussi les accompagner s'ils veulent faire tu sais, un recours collectif, s'ils veulent mmh. se rassembler puis s'organiser ensemble. Puis aussi, on fait des ateliers d'éducation populaire constamment, donc c'est pour informer surtout c'est des transformations. Là, tu sais, par exemple, sur le projet de loi 20, on s'est à la fois mobilisé contre, mais on a aussi voulu expliquer aux gens c'est quoi que ça comportait, c'était quoi les conséquences néfastes que ça pouvait apporter. Ouais, puis justement, c'était quoi exactement on va rentrer dans le vif du sujet, c'était quoi exactement ce projet de loi-là, le projet de loi 20? Qu'est-ce que ça importait? Ça a été annoncé comme un truc pour aider l'accès au logement, là, par la CAQ? Tu sais, nous, ce qu'on disait par rapport au projet de loi au départ, c'était comme toutes les solutions qui sont proposées dans le projet de loi ne sont pas des solutions à la crise du logement. Et donc, il faut juste le tabletter, puis aller de l'avant vers des vraies solutions qui sont le contrôle des Mmh. loyers, puis le développement de logement social de manière massive. Ce que le projet de loi 20 apportait, en fait, c'était de dire on ne mettra pas plus d'argent pour développer du logement social, donc on va plutôt gérer qui habite dans le logement social. Parce que d'avec les règles actuellement, si tu habites dans un logement social puis ta situation s'améliore, puis tu n'as pas un logement subventionné, tu as un logement abordable, classique, avec un prix de loyer qui est établi par la coopérative ou par l'OBNL d'habitation, puis tes revenus s'améliorent parce que, mettons, tu étais tout seul au début, puis là, tu deviens en couple, donc tu as deux revenus, ou par exemple, tu as un meilleur emploi ou tu as eu des augmentations salariales, ben, tu as le droit de rester dans ta coop ou dans ton OBNL Ouais. présentement. Là, ce que les autres ils voulaient apporter, ce que la CAQ voulait apporter, c'était un plafond de revenus. Donc, si ta situation s'améliore trop, ben, tu vas devoir payer une très forte pénalité et possiblement même devoir quitter ton logement. Complètement absurde, tu sais, considérant aussi comment notre système économique fonctionne, là, parce que tu as des gens aussi comme, tu sais, qui ont des salaires complètement fluctuants, là, qui une année vont faire Mhm. un bon salaire, puis après avoir pas d'argent pendant Ben ouais. trois ans, puis là, tu sais, si tu vis dans une coop, ça t'aide, mais là, s'ils pénalisent cette année-là, tu sais, tu comme puis c'est aussi une vision complètement, ridicule des logements, surtout de la fonction de coop, là, qu'on entend parfois dans la population justement, qui, tu sais, tu entends du monde qui sont comme: «Pourquoi cette personne-là habite en coop? Elle devrait laisser sa place à Mhm. quelqu'un d'autre». Mais tu sais, le modèle, la coopérative, c'est un modèle particulier qui est pas non plus juste lié à l'idée du revenu. C'est aussi l'idée liée à l'idée de comment on gère le concept de logement en général. Pour nous, c'est quand je disais que notre grande mission, c'est vraiment de transformer le parc de logements locatifs, puis de le socialiser, de faire des coops d'habitation, faire des OBNL, avoir plus d'HLM. C'est pas en disant, OK, on a juste un petit 5% de notre parc de logements qui est socialisé, puis on va gérer dans ce petit terrain-là, dans ce petit carré de gazon-là. Nous, on veut élargir le carré de gazon. Donc, ça sert à rien de commencer à Mmh. négocier qui a le droit d'habiter dans le 5%. Nous, ce qu'on veut, c'est d'atteindre le 100% du parc de logements qui soit socialisé. Et tu sais pas que leur vision, elle est un peu fuckée parce que tu as vraiment ce côté de organiser une forme de pénurie de logement social, puis de dire après de Mhm. mettre tout le monde en concurrence pour pouvoir Exact. y accéder, au lieu de se dire: «Bah non, c'est un modèle qui devrait être élargi au mieux». Puis est-ce qu'il y avait d'autres aspects justement dans le PL20, à part ça d'ailleurs, qui étaient aussi, des gros points, d'accroche pour vous? Il y a un deuxième élément qui était dans le PL20 puis qui n'a pas été beaucoup discuté, là. Il y a que le regroupement des comités logements puis associations de locataires du Québec qui en a parlé, en commission parlementaire. C'est d'obliger au tribunal administratif du logement la conciliation entre les locataires et les propriétaires. Puis ce que le regroupement disait, en fait, c'est que d'obliger une conciliation quand il y a un rapport de force qui est complètement inégalitaire et complètement inéquitable, ben ça ne sera jamais à l'avantage des locataires. Tu sais, si ton propriétaire veut t'évincer, comment tu veux faire une conciliation sur ton expulsion de ton logement? Tu sais, c'est complètement impossible. Nous, ce qu'on dit plutôt, c'est la loi devrait être imposée. Tu sais, on ne peut pas faire une conciliation sur un sujet aussi vital dans un cas aussi inégalitaire. Puis, ce qui nous inquiète, en fait, puis là, il faudrait que j'aille vérifier parce que le projet de loi 22 a été adopté hier, mais de ce que j'ai compris, cet élément-là aurait été transféré dans le projet de loi 22. Ouais, puis c'est ça, ça, c'est des espèces d'affaires qui sont un petit peu, pour le dire ainsi, malhonnêtes dans le sens où c'est comme tu le mets dans un projet de loi qui passe pas, puis là après tu le mets dans Mhm. l'autre, puis là les gens ont pas le temps de se c'est le genre de move auquel aussi ils nous ont habitués là, qui est quelque peu, antidémocratique pour le dire ainsi. On s'entend que Mais le TAL était pas déjà, ultra favorable, aux locataires là, si tu Non, rajoutes non, c'est ça. c'est ça. et Mais quand tu dis obliger la conciliation, c'était comme
pour tous les logements, en plus, c'est pas juste les logements comme ça me semble, complètement, absurde, genre, je comprends même pas ce que Ben, ça implique, on dans le dirait. fond, c'est que ouais, tu sais, c'est que le gouvernement, il finance de moins en moins le TAL. Donc, tu as moins en moins d'agents à l'accueil depuis des années. Là, ça a beaucoup commencé avec la COVID. Il fallait prendre un rendez-vous pour pouvoir prendre un rendez-vous. Puis, même le nombre de juges n'a pas vraiment augmenté. Les délais s'allongent tout le temps. Donc, ils se disent, ben, si on permet d'éviter que les gens aient à se rendre devant le juge, ben, ça va réduire encore plus les coûts. Tu sais, si on force la conciliation. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est de mettre le moins d'argent possible dans le service public. Les conséquences sont pour les locataires. C'est Mhm. juste une façon d'enlever le TAL qui, comme Louise disait, était pas nécessairement super non plus favorable aux locataires, mais d'enlever ce dernier recours-là qui est complètement, dans le fond, tu sais, ma prochaine question, c'est un peu ça, mais on est en train de se répondre, tu sais, c'était pourquoi un gouvernement comme la CAQ, puis ça dépasse la CAQ, pourquoi ils font des choses comme ça? Pourquoi ils mettent PL20 exactement? Ben, tu sais, moi, je pense que ça a beaucoup commencé avec Duranceau, là, avec François-Hélène Mmh. Duranceau, l'ancienne ministre de l'Habitation, qui a vraiment apporté une nouvelle perspective, en fait, sur le développement immobilier de la part d'un gouvernement. Ça a été une des premières, tu sais, à vraiment dire il faut que ce soit, tu sais, vraiment des entrepreneurs qui développent, puis que les communautés n'ont pas à être consultées. Les groupes de ressources techniques, qui sont les organismes communautaires qui développent vraiment des logements sociaux à travers le Québec. On n'a pas vraiment besoin d'eux parce qu'ils n'ont pas l'efficacité que les développeurs privés ont. Par exemple, le passage du programme Axélogie, qui était le programme de développement de logements sociaux au Québec, le passage de ça au FAC, le programme d'habitation abordable Québec, par la CAQ, c'était un des exemples justement qui a amorcé ce virage-là vers l'espèce d'entrepreneuriat communautaire, Ouais. l'entrepreneuriat à but non lucratif. Puis ça s'accélère vraiment dans les dernières années. Comme une phrase étrange, qui peut paraître contre-intuitif, ça, entrepreneuriat, ça a un but non lucratif. Est-ce que tu trouves aussi que la manière dont l'État conditionne quand même l'activité des coopératives font qu'il y a quand même quelque chose qui se réalise pas totalement dans la mission, qui les oblige à quand même rentrer dans certaines logiques, du marché privé locatif? Depuis une vingtaine d'années, même avec le programme Axélogie, là, qui est un programme vraiment meilleur que celui qu'on a là du FAC, quand une coopérative d'habitation voulait se créer puis recevait une subvention gouvernementale pour construire son projet, devait quand même aller chercher près de 50 de son financement auprès des banques par des prêts hypothécaires. Ces prêts hypothécaires-là, sur 30, 35 ou 40 ans, ça a une influence sur la gestion de l'immeuble, sur comment on peut envisager le futur de l'immeuble, les mises en réserve qui sont nécessaires, mais en même temps, tu mets en réserve de l'argent pour faire des rénovations plus tard, mais tu as quand même ton hypothèque à payer. Puis à la fin de ton hypothèque, tu vas devoir refaire un prêt hypothécaire pour faire des rénovations majeures. Donc, tu tombes dans une roue, dans une spirale infinie. Si on retourne dans les années 80, il y avait des programmes fédéraux de développement de logements sociaux qui étaient beaucoup plus avantageux et qui donnaient un plus grand pouvoir communautaire. Je te parlais là, tantôt, quand on se parlait avant, là, que Francis Hébert-Bernier, dans Pivot, avait écrit un article qui titrait «L'endettement façonne le nouveau modèle de logement subventionné au Québec». Donc, j'ai l'impression que tu commences à toucher à ça, mais c'est ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mener à ça? À quel point ça a changé? Tu sais, à quoi ça laisse place, ces changements-là, en fait? Ouais. Ben, sur la question du changement de gouvernement, c'est que, tu sais, on va dire des philosophies gouvernementales, ça s'instaure dans le temps long, puis ça descend ensuite dans les fonctionnaires. Tu sais, dans les hauts fonctionnaires qui reçoivent cette philosophie-là, vont vraiment l'instituer sur un temps vraiment plus long. Donc, pour le dire plus clairement, la Société d'habitation du Québec, qui a reçu pendant plusieurs années des directives d'optimisation financière des développements de logements sociaux, vont s'habituer à ce nouveau langage-là, puis à cette nouvelle manière de faire-là. Puis c'est un peu ce que l'étude de Louis Gaudreault, dont Francis fait référence, dit, c'est que la Société d'habitation du Québec a transformé son langage, puis a vraiment transformé aussi ses manières de financer, puis ses manières d'évaluer quel projet doit être financé ou non. Donc, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est une réduction de la part de subventions du gouvernement pour les projets. Deux, des conditions nouvelles pour pouvoir développer du logement social si on veut avoir les subventions gouvernementales. Les nouvelles conditions, ça peut être par exemple des coûts de loyer plus élevés, une nécessité d'aller chercher des prêts hypothécaires plus élevés. Là, on parle plus de 50 de prêts hypothécaires, mais plutôt de 70 de prêts hypothécaires. Ouais, mais ça, c'est fou, hein? C'est un problème, majeur là, du modèle, capitaliste en général, dans le fond,
dans la mesure où, tu sais, comme quand ils décident d'octroyer on décide de mettre des programmes pour subventionner des trucs qui nous semblent, par exemple, justes ou qu'il faut parce qu'on n'arrive pas à là, tu as tout un langage qui vient former la façon dont tu le fasses faut que tu fasses tes demandes de subvention et donc les Mhm. projets, c'est autant dans le communautaire que dans l'art, que dans le logement, on voit, puis c'est vraiment un truc qui est complètement débile et qui montre vraiment les limites de ce modèle-là. Puis souvent dans le communautaire aussi, je voyais des gens qui travaillaient dans certains organismes, puis ils étaient comme: «Ben, il faut qu'on fasse semblant qu'on adapte notre mission pour le langage de ça», mais après, tu sais, quand le staff change, quand tout ça, puis là, tu relis les demandes de bourse, ben, veux pas, à la fin, il y a une transformation qui s'opère pour de vrai, tu sais, même si tu Ouais. joues le jeu, puis c'est assez grave puis pernicieux, ça. Ça vaut pour la plupart des autres domaines, tu sais, que ce soit même la recherche ou des trucs de Mmh. même. C'est-à-dire que c'est le projet de marchandisation de tout et puis, Ouais. qui est indissociable du capitalisme. Puis on a aussi ce problème que des personnes comme Duranceau, mais même avant, tu sais, c'est des propriétaires aussi, donc c'est Mhm. comment peut-il voir le logement comme autre chose qu'un produit, autre chose que quelque chose qui devrait forcément être, un bien marchand à but lucratif et tout, tu sais? Il y a vraiment cette logique-là aussi. Ensuite, la population peut justement résister à ce discours-là, s'organiser pour. Bah, j'imagine que c'est là où les comités de logement, ben, ils ont aussi des rôles à jouer en termes d'extricoter, en fait, cette vision-là du logement qui semble admise par toute la société. On va juste dire: «Bah, on va juste créer de nouveaux logements», puis mais jamais en posant la question de qui les possède, comment on les habite, comment on veut les déployer dans un quartier, Ben, tu sais, ça, tantôt, j'ai parlé du contrôle des loyers, avoir un vrai contrôle des loyers qui permette justement de briser l'aspect marchandisable du logement. Donc, tu sais, présentement, dès qu'il y a un moment plus inflationniste, les propriétaires réussissent à faire bondir les loyers de plus de 50 en quelques années. Ils peuvent doubler le prix de leur logement s'ils veulent. Ils peuvent juste sortir leurs locataires de chez eux, vendre l'immeuble puis profiter justement de cette vente-là parce que le futur propriétaire va se dire: ah, ben moi, je vais pouvoir mettre mon 4,5 à 2 000 $. Toute cette espèce d'enchaînement-là, de profitabilité du logement, à mon avis, c'est qu'il faut mettre les règles, il faut mettre des règles au niveau gouvernemental qui vont empêcher la profitabilité du logement. À partir du moment que le logement ne sera plus profitable à ce niveau-là par les propriétaires, ils vont plus voir l'immobilier comme une forme d'investissement. Je pense que c'est ça qu'il faut réussir à se rendre, c'est que l'immobilier ne soit plus un investissement. L'immobilier, tu peux acheter un triplex, sortir les locataires, le mois suivant, revendre le triplex sans locataire, puis tu vas avoir fait un profit de 200 000 ou 300 000 en un mois, juste en achetant puis en vendant. C'est cet aspect de profitabilité de l'immobilier qui doit être attaqué en premier lieu. Puis la conséquence de ça, ça va être de pouvoir réussir à justement sortir ces immeubles-là du marché spéculatif, puis de les socialiser, puis de les conserver sur le long terme. Mais pour ça, il faut des règles de contrôle des loyers, puis il faut ensuite de l'argent pour acheter ces immeubles-là ou pour en construire des nouveaux. C'est comme si le logement, en fait, était une espèce de hack dans le système capitaliste, là, maintenant, quasiment, là, tu sais, parce qu'il y a même aussi l'affaire des maisons, là. Mes parents vivent à Saint-Bruno-de-Montarville, puis je vois les maisons se font toutes flipper, là. Les gens, leurs voisins vivent 2 ans dans la maison, ils la rénovent, ils partent ailleurs, ils revendent ça des prix de débiles. Puis c'est comme valoriser cette culture-là au lieu d'être comme: «Hey, ces gens-là, c'est des fraudeurs». Plutôt que tard, ça va switcher parce que j'imagine qu'on n'est pas il y a pas juste le monde comme nous, qui est impliqué, mobilisé à gauche, qui commence à être écœuré de voir ces affaires-là parce que c'est rendu que grande majorité de la population a de la misère à se loger. Électoralement, là, tu sais, on a vu Zoran Mamdani, par exemple, parler de Mhm. gel des loyers. Ça a très bien été reçu. Ce serait comme quoi un programme qui pourrait mener, d'après toi, à des gains électoraux, puis à répondre aux besoins réels de la population à ce sujet-là? Parce que c'est pressant aussi, là, tu sais. Ben, pour rebondir justement sur une des récentes annonces de Mamdani, puis je pense qu'électoralement, ça pourrait être gagnant pour n'importe qui, c'est de viser les très grands propriétaires. Donc, tu sais, les Mmh. grandes entreprises qui possèdent un parc de 1 000, 2 000, 10 000 logements, puis qui les laissent insalubres, tu sais, qui les rénovent pas, qui augmentent les loyers sans cesse, qui font de la surveillance électronique de leurs locataires. C'est beaucoup dans les centres urbains, par contre. C'est ça le côté négatif électoralement de la chose, c'est que c'est beaucoup dans les centres urbains, dans les lieux, dans les quartiers en haute densité. Mais électoralement, ça peut fonctionner parce que il y a personne qui en sort gagnant de ça. On va dire, on parlait de la taxe de bienvenue. Tu sais, Christine Fréchette a décidé de rembourser la taxe de bienvenue comme première mesure. Électoralement, ça peut être gagnant pour elle. Moi, je pense que c'est une mauvaise mesure publique, là. Mmh. C'est surtout de le faire rétroactivement. C'est des gens qui ont déjà acheté une maison et qui ont déjà payé la taxe de bienvenue, puis ils le faisaient en connaissance de cause. Puis là, tu te dis, ah, on va te rembourser ça a posteriori. Électoralement, ça va peut-être être gagnant pour elle, mais en tant que mesure publique, moi, je pense que c'est limite.
Mais justement, ça, c'est une question que j'ai l'impression qu'il a beaucoup été soulevée dans la course de Zoran, puis dans sa son si les gens se demandaient: «Qu'est-ce qui est du municipal? Qu'est-ce qui est du» tu sais, puis là, c'est différent au Québec, mais justement au Québec, Mhm. tu sais, est-ce que, par exemple, une nouvelle maire ou mairesse pourrait, à Montréal, implanter de telles mesures ou ça serait freiné par le provincial ou le fédéral? Comment ça fonctionne selon les différents paliers? Les villes ont de plus en plus de pouvoir sur l'habitation. Puis ça, c'est un des enjeux, là, c'est que présentement, le gouvernement du Québec, depuis 3-4 ans, commence à déléguer beaucoup de pouvoir aux villes, aux municipalités, mais sans donner les moyens financiers aux municipalités d'avoir ces responsabilités-là. Donc, tout ce qui OK. est les responsabilités en itinérance, qui sont de plus en plus grandes pour les villes, puis c'est réclamé par les villes, là, tu sais, le pouvoir en itinérance, les responsabilités en habitation sont rajoutées aux villes, puis de plus en plus. Donc, tu sais, présentement, les villes ont le droit d'acheter des immeubles, ont le droit de faire des droits de préemption, ont le droit de mettre en réserve des terrains, ont le droit d'acheter des terrains, ont le droit de faire beaucoup de choses, mais n'ont pas les moyens de le faire parce que le régime fiscal des municipalités au Québec, ben, les villes sont très dépendantes du gouvernement. Elles ne peuvent pas s'endetter, tandis que le gouvernement a le droit de s'endetter, mais les villes ne peuvent pas. Leur perception de taxes, c'est principalement des perceptions foncières qui profitent aussi des phénomènes de gentrification puis de hausse des valeurs foncières. Donc, ils ont une espèce de rapport ambigu entre les hausses de valeurs immobilières et foncières et en même temps de vouloir loger les gens plus démunis. Il y a toujours ce rapport-là un peu complexe où, tu sais, s'ils développent des coopératives, mais la coopérative ne paiera peut-être pas autant de taxes que s'ils développent un immeuble de condo. Mais, il y avait un livre qui avait été écrit récemment par une ancienne, je pense Ouais, Sophie conseillère. Thiébaut. C'est ça, Sophie Thiébaut qui avait écrit ça, puis justement elle parlait de cet aspect fiscal et à quel point ça contraignait les municipalités pendant la construction du logement social et que du coup ça les amenait à plutôt favoriser le lucratif privé, quoi. Ouais, exact. Ah, mais c'est fou comment c'est deep aussi, comme on voit les problèmes justement de rentabilité du logement sont à plusieurs niveaux aussi, là. C'est le municipal, les individus. Puis c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il faut essayer de défaire, qui est très, très, très complexe et qui a beaucoup d'implications. Et c'est pourquoi il y a autant aussi de gens qui veulent pas que ça se fasse, tu sais. Tu sais, moi, je me rappelle, mettons, il y a comme 2 ans, ma mère, elle m'appelait, puis elle était comme: «Wow, je viens de voir un documentaire à Radio-Canada à Burlington, Bernie Sanders, qu'est-ce qu'il a fait pour le logement? C'est génial, ta, ta, ta». Est-ce que ce modèle de Burlington, c'est vrai qu'il est très, très cool et génial ou c'est un truc qui est un petit peu overhypé? Et si oui, c'est quoi qu'on pourrait faire à Montréal, par exemple, au Québec, pour essayer d'y arriver? Nous, quand on parle du logement locatif, on pense souvent, tu sais, à des duplex et plus gros. Mmh. Mais aux États-Unis, surtout dans les communautés noires aux États-Unis, il y a beaucoup de maisons unifamiliales que les gens sont locataires. OK. Ça, c'est un des éléments, je pense, qui fait en sorte que dans la région de Burlington, une fiducie foncière comme ils ont fait est pertinent parce que ça évite que des grandes entreprises achètent des grands parcs de maisons unifamiliales puis les mettent ensuite en location. Pour le modèle des fiducies au Québec, c'est très récent, là. Ça fait à peine une vingtaine d'années que le modèle existe de manière légale dans le Code civil du Québec. Je dirais qu'il y a une poignée de personnes dans le monde juridique au Québec, peut-être 5-6 personnes dans le monde juridique au Québec qui ont les capacités de développer des fiducies foncières sur le logement, par exemple. C'est vraiment pas beaucoup, là, ouais. C'est Non, très, c'est c'est vraiment très minuscule. limité. On peut penser par exemple à Milton Park qui ont instauré une fiducie foncière à l'époque. C'était pour protéger les coopératives d'habitation. Il y avait beaucoup de coops d'habitation dans le même quartier, dans le même petit secteur. Pour les protéger de la spéculation immobilière, ils ont comme créé une fiducie qui était propriétaire de tous les pourtours de terrain. Si tu achetais un immeuble, tu ne pouvais pas du tout le démolir parce qu'au final, tu étais vraiment coincé, tu es comme coincé dans ton petit coin. Donc, ça a fait en sorte de vraiment pouvoir protéger beaucoup d'immeubles. Donc, ça a un rôle de protecteur sur le long terme. Ça OK. protège une mission sur le très long terme. Par contre, c'est pas ce qui va apporter de l'argent pour acheter ou pour construire des Mmh. immeubles, tu sais. Donc, oui, c'est un outil juridique de protection, mais quand même, il faudrait de l'argent du gouvernement pour développer. Ça, je me demande, est-ce qu'il y en a d'autres, je sais pas si à quel point tu es geek d'histoire, des trucs comme ça, mais des modèles qui ont été nice, genre, ou qui sont nice? Il y a un modèle qui est assez répandu, ben, qui est assez discuté, là, c'est le modèle de Vienne, qui est comme Ouais, une c'est lui que ville en j'avais en Europe. tête aussi, ouais. Pareil.
qui depuis plus de 100 ans a développé différents modèles de logement, on va dire hors marché, de logements sociaux, de logements abordables, puis tu sais, qui répond à différentes populations, tu sais, qui répond pas seulement aux personnes à plus faible revenu, mais qui répond aux gens, pour reprendre le terme de l'intro, aux gens de la classe moyenne, qui n'existent pas réellement, mais qui est Ouais, souvent instrumentalisé. Mais tu sais, ouais, donc, c'est ça. Tu sais, de pour plus en répondre à plus. différents besoins, puis qui fait en sorte d'être majoritaire aussi dans le parc de logements locatifs, donc qui peut, au final, un peu plus imposer ses méthodes. Par contre, tu sais, je suis jamais à la Vienne, donc je ne sais pas à quel point tu sais, je sais qu'il y a une majorité de logements hors marché là-bas, mais est-ce que le marché privé est vraiment dérouté par ça ou s'il réussit à trouver une niche de marchandisation? Ça, je ne sais pas. Après ça, il y a eu même des usages fascistes du logement social, là. Si on pense à Mussolini en Italie, dès qu'il a pris le pouvoir, a voulu briser la classe ouvrière en développant des quartiers de logements publics. Mais ça, c'était comme pour briser la classe ouvrière, pour les éloigner des usines, pour les désolidariser. Mmh. Donc, ça, c'est comme un exemple, on va dire, négatif de l'usage de logements publics. Mais tu sais, il y avait des politiques d'habitation en Europe au 19e siècle qui voyaient déjà le développement de logements publics comme étant une priorité d'action, à la fois en salubrité, mais aussi pour que les travailleurs, travailleuses puissent s'épanouir ou du moins réussir à survivre. Il y a Sleepy Dans Harvest dans le chat qui, je pense, est collègue avec toi, si j'ai Ouais, bien je pense aussi. compris, qui C'est parle un du gapper, lui. projet Saint-Charles. Ouais, le projet Saint-Charles, dans le fond, ça a été créé en 82. OK. Puis, ça avait comme objectif de mobiliser les locataires puis les mal logés du quartier de Pointe-Saint-Charles pour développer des coopératives d'habitation. Donc, c'était vraiment une mobilisation par et pour parce que les gens se mobilisaient pour les logements dans lesquels ils allaient pouvoir emménager par la suite. Ça existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rendu à 2350 familles inscrites. On accueille des gens de partout, dans le Grand Sud-Ouest, puis partout à Montréal aussi. C'est en même temps notre force de mobilisation. Donc, c'est vraiment, on a maintenu cette tradition-là qui remonte aux années 80, on va dire les années glorieuses du développement de logements sociaux au Québec. Ah, c'est moi où j'ai l'impression que Sud-Ouest, ça a été particulièrement fort à ce niveau-là, que ce soit à Verdun, Pointe-Saint-Charles et tout. Le Sud-Ouest, oui, mais Verdun, non. OK. Verdun, il y a à peine 4 de logements sociaux dans le Oh, quartier. waouh! Si on parle à Pointe-Saint-Charles, c'est 51. Oh, quand même, ça, c'est cool. 51%, Ouais, puis la nice! petite Bourgogne, c'est beaucoup aussi, là, mais petite Bourgogne, ça, c'est beaucoup de HLM, notamment dans l'îlot Saint-Martin, parce qu'il y a eu des démolitions de la paroisse Saint-Cunégonde à l'époque, qui est devenue la petite Mmh. Bourgogne par la suite, après les rénovations urbaines de Jean Drapeau. Est-ce que Chinatown a eu ça, un truc similaire? Parce qu'une grosse partie de Chinatown a été détruite à Montréal. C'est quand même une pas pire quantité de logements sociaux. Je connais pas le ratio, par contre. Dans mon imaginaire, Pointe-Saint-Charles est un lieu où la mobilisation populaire est particulièrement porteuse, là. Ben, ça a été le lieu d'innovation au Québec d'à peu près tout, là. Premier CLSC était à Pointe-Saint-Charles, les premiers services juridiques communautaires étaient à Pointe-Saint-Charles, premier grand développement de coopératives. C'était pas à Pointe-Saint-Charles nécessairement la première coopérative au Québec, là, mais un des premiers quartiers où il y avait beaucoup de coops qui se développaient, c'est dans ce quartier-là aussi. Puis là, la période électorale s'en vient. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir demander à un nouveau gouvernement provincial? Quelles mesures seraient signifiantes? Qu'est-ce qu'on pourrait surveiller, en fait, qui serait comme: «Oh, ça, c'est pas juste du populisme crade pour nous faire croire qu'on va avoir moins de misère à se loger». Tu sais, je vais redire un peu ce que j'ai parlé tantôt parce que c'est nos grandes revendications. Puis, tu sais, c'est très large, mais pour nous, c'est réaliste aussi. C'est vraiment de faire un chantier de logement social au Québec, Mmh. de revoir le programme de la manière qui a été transformé par la CAQ, de revenir en arrière là-dessus, mais aussi d'innover. Tu sais, pas juste revenir en arrière pour revenir en arrière, mais revenir en arrière, puis repartir d'une meilleure base, puis développer un programme qui répond aux différents besoins des communautés, que ce soit en région, que ce soit sur la Côte-Nord, en Abitibi, à Montréal, à Québec, à Lévis, par exemple. Donc, dans toutes les différentes municipalités qui sont touchées par la crise du logement. Tu sais, on en parle beaucoup de la crise du logement à Montréal depuis plusieurs années, mais ce qu'on a vu depuis la COVID, c'est des régions comme en Gaspésie, à Rimouski, Gatineau, qui n'avaient plus de logements disponibles, Mmh mh. 0, 0, 0, puis il n'y avait aucun programme qui était là pour justement répondre rapidement à ces besoins-là. Donc, tu sais, à un moment donné, quand tu n'as plus d'offres de logement du tout, il faut que le gouvernement soit capable de faire comme, hey, OK, l'alarme, là, ça nous a trop pris de temps avant d'en construire, ben là, on va en construire rapidement, là. Donc, tu sais, des programmes comme ça pour lorsqu'il y a des changements démographiques rapides, ben, être capable de pallier à la situation. Tu sais, on a parlé tu sais, de l'immigration qui causait la crise du logement. Tu sais, les changements démographiques, oui, ont des impacts sur les coûts de logement, sur la disponibilité de logement, mais ce qu'il faut, c'est un gouvernement qui est prêt justement à
à avoir des programmes rapides, puis aussi des programmes qui peuvent prévoir les changements démographiques. Tu sais. C'est quelque chose qu'il faut avoir, puis qu'on devrait avoir en 2026 au Québec. Là. Tu sais, on a des planifications des changements démographiques. Tout le monde le savait qu'il allait avoir des changements démographiques depuis 15-20 ans, puis il n'y a eu aucun programme de développement de logements sociaux qui a été mis en place pour justement prévoir les changements démographiques qu'il allait avoir. Tu sais, c'est un argument qu'on entend souvent, là, que les j'ai vu, mettons, le Parti libéral, ben, Farnell, en fait, faire un post là-dessus Mm. en tant que député de Parti libéral, qui était comme il est allé voir un organisme, il a fait une story, puis il était comme: «Ouais, la solution, c'est construire plus», tu sais? Mais c'est un argument vraiment, simpliste qu'on nous sert souvent, là, que si on construit plus d'offres, la demande va baisser. Mhm. Je sais même pas si ça vaut la peine d'expliquer pourquoi il est caduc, mais peut-être un peu brièvement. En vrai, oui, je pense que ça peut être fun de Ouais, donner ouais. ça parce que, tu sais, des fois, tu rencontres du monde dans ta famille, dans ton entourage, c'est Mhm. Ouais, ouais, ben, tu sais, le fond de l'argument, c'est une théorie qui vient des États-Unis. Là. On va faire nos petits nationaleux 2 secondes pour dire on veut pas de vos théories américaines. Là. Déjà, c'est un mélange de deux théories, celle du ruissellement, là, tu sais, la théorie Mmh. économique du Ouais, je l'ai ruissellement, puis l'autre théorie, c'est la théorie du filtrage. La OK. théorie du filtrage, c'est, on va dire, l'application en logement de la théorie du ruissellement. Donc, OK. si tu construis des logements à 2 000 $ par mois, ben, selon cette théorie-là, des gens qui vivent dans des logements à 800 $ par mois, par magie, décideraient de quitter leur logement qui est plus vieux, qui est plus abordable, qui est un peu moins bien entretenu, décideraient de quitter ce logement-là pour aller dans le nouveau logement à 2 000 $ et donc ce logement à 800 $ là se libérerait pour des personnes à plus faible revenu. Ce qu'on voit de un, c'est que les personnes ne quittent pas leur logement à 800 $ pour aller dans un logement à 2 000 $ de manière volontaire. Souvent, ça va être par un phénomène d'éviction, de reprise de logement, parce que les propriétaires, ils vont faire le comparatif entre le logement à 2 000 $ puis leur logement à 800, puis ils vont trouver le moyen d'augmenter leur logement qui était à 800 à un prix plus élevé pour atteindre peut-être le 2 000 $ ou un petit peu moins vu que leur logement il est plus vieux, donc il n'est pas comparable totalement. S'il y a vraiment quelqu'un qui quitte son logement à 800 $ pour aller à celui à 2 000, mettons que ça fonctionne. Mais le logement à 800 $, vu qu'il n'y a pas un réel contrôle des loyers au Québec, il ne restera pas à 800 $. Dès que le locataire va le quitter, le propriétaire va utiliser ce moment-là justement pour le faire grimper à 1500, 1600 $. Ça, c'est comme l'argument principal pour détruire la théorie du ruissellement et du filtrage. Puis l'autre, c'est présentement, quand on regarde les logements nouvellement construits, qui sont, mettons, des 4,5 à 2400, 2500 $, là, c'est à peu près les prix des logements nouvellement construits à Montréal, il y a un taux d'inoccupation de 15%. Donc, tu te rends compte qu'on construit des immeubles, on fait travailler du monde, on utilise la force de travail du Québec pour construire des immeubles qui ne sont même pas occupés à 100%. Ces nouveaux projets-là, des fois, essayaient des petites mesures comme: «Hey, on vous paye les 2 prochains Mhm. mois, les 2 premiers mois», des affaires de même un Ben peu ouais. débiles, là. non seulement tu as une partie qui sont occupées, mais en plus, il y a moins de gens qui vivent là-dedans, donc c'est aussi une occupation énorme de l'espace pour Ouais. assez peu de gens. Oui, puis c'est ça, puis tu sais, c'est comme l'argument qui nous sortent, ces gens-là, des fois, après, c'est: «Non, mais ils auront pas le choix de» ben, c'est du capitalisme très simple, là, d'offre et demande pipi caca, de: «Oh non, ils auront pas le choix de baisser parce qu'il y aura personne dedans», mais c'est pas ça qui arrive. Tu sais, là, en plus, on est dans une période politique, où tu as, par exemple, tu Pauline Marois qui a proposé, là, de faire un sommet sur l'itinérance. Il y a un vrai problème avec l'itinérance, c'est là, genre: «No shit». Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, tu là, bah, leur donner des logements, ouais, ça paraît la base. Mais j'ai l'impression que pareil, on s'en vient sur des sommets qui vont encore, perdre du temps, des ressources et cetera. Enfin, en tout cas, tout le monde se dit: «Non, non, non, ce sera pas performatif», mais en même temps, toujours ce genre de sommet, tout le monde à chaque fois dit: «Non, non, non, cette fois-ci, ça va pas être performatif». Il y a vraiment fondamentalement une incapacité à comprendre le problème autrement que par la vision d'un propriétaire, par la vision du marché, et cetera. Donc ça, je suis quand même assez pessimiste pour ce genre d'affaires. Ça nous amène aussi sur le fait que on parle de l'itinérance, on parle de l'insécurité alimentaire, on parle de même si on parle de féminicide, la question du Mhm. logement, elle est centrale à chaque fois dans ces enjeux-là. Puis j'ai l'impression qu'on fait jamais les liens comme si c'était quelque chose à part, comme si on était que des locataires et jamais autre chose. À ce moment-là, jamais une personne mettant en vulnérabilité parce que son mari est dangereux, jamais comme quelqu'un qui a du mal à finir, enfin à faire l'épicerie. Puis j'ai l'impression que si on s'attaquait à la question du logement, ce serait déjà une grosse étape pour solutionner une grosse partie de ces problèmes, pour amener en tout cas beaucoup de relief. Puis j'ai l'impression qu'on le fait tout le temps en case. On essaie toujours de mettre tous les trucs en case comme si les sujets n'avaient pas rapport entre eux. Ouais, ben, ça, j'ai l'impression que c'est une des grosses, tu sais, c'est comment qu'on culturellement, on organise les débats dans l'espace médiatique, politique et qui sert le pouvoir vraiment, c'est d'aborder tout ça comme si c'était séparé. Tu sais, hier, je regardais un espèce de vox pop qui a été filmé par, Radio-Canada à côté de chez nous, au campement Notre-Dame, puis les gens qui habitent à côté, puis c'est comme,
encore le style vieux framing de ah, ça crée de la merde, les citoyens et citoyennes sont pas contents, le monde du communautaire sait plus quoi faire, le monde dans les campements, ils sont pas ils trouvent ça plate que le monde les aime pas. C'est comme si c'était un truc qui arrivait du vide. Ils nous parlent même plus, tu sais, ils nous parlent quasiment pas de logement. Même dans ces Mhm. trucs-là, c'est comme ah, c'est des problèmes de santé mentale, c'est des problèmes de ta. Mais tu sais, c'est tout clairement lié. C'est ça que tu as vu, Judith? Je le vois Ah pas. bah, Judith, Julia, On pardon. s'appelle Judith. C'est ça. Ben, c'est ça, mais c'était en plus petit segment. Et tu vois comment il le frame, genre après des années d'empathie et de Ouais, tolérance, bien des voisins on en ras-le-bol, ils réclament des des changements. Puis années tu sais, d'empathie et de tolérance. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous signifiez? Qui tolère? Nous, les citoyens citoyennes? C'est pas une affaire de guerre entre citoyens et citoyennes. ouais, ouais, en tout cas, il y a tout un truc, vous pourrez le voir sur Radio Cannes où ça parle de ça, mais ouais, c'est ouais, le framing médiatique aussi est généralement à chier là, on s'entend sur la question du logement aussi, ça n'aide absolument pas. Pour les féminicides, c'est clairement l'acceptabilité à des jugements primordique, la cause. Oui, ça joue beaucoup, moi, je trouve, et je suis pas la seule à le dire, et beaucoup de gens le disent. La question aussi des féminicides aussi est complètement souvent traitée comme une espèce de truc culturel qui serait hors de tout ça. Tu sais, ah, Mhm. pourquoi les hommes violents, puis là, ça arrive, tu sais, puis c'est assez fou. Ça, c'est vraiment important, j'imagine, pour nous, puis pour les gens qui sont impliqués, qui ont l'occasion de le faire, de recentrer les débats, parce que c'est assez clair les liens entre tout ça, puis il faut que les gens s'en rendent compte, là. Puis sur le rôle des gouvernements là-dedans, puis pour revenir sur Duranceau, là, il y a 2 ans environ, il y a eu un projet d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui avait été considéré comme étant trop coûteux. Et le gouvernement il questionnait les coûts de construction parce que justement, c'était un projet qui avait des installations faites pour justement la sécurité des femmes. Ça coûtait trop cher pour le gouvernement, puis je ne sais pas si le projet a eu lieu finalement. Là, tu sais, souvent, il y a quand même des éléments Ouais, je m'en qui veulent, rappelle de qui veulent ça, elle pas parlait de trop dire. porte, là, c'était Ouais, super ouais. comme mais cette femme-là, a des paradigmes mentaux, différents de nous tous là et qui sont un petit peu, de l'extérieur frôlent la sociopathie là, parfois parce que tu parles d'affaires de même puis t'es comme: «Ouais, mais une porte va coûter tel» puis t'es comme: «Christ tabarnak», tu sais? Ça a De comment tu pas de parles? bon sens, là. Mais c'est les mêmes qui après disent qu'il y a plein de gens qui abîment le vivre ensemble et cetera aussi là, qui te parlent de tout ça et tu là genre: «Le vivre ensemble de quoi? Vous vivez dans des condos, vous vivez dans des grosses maisons, Ouais. vous vivez pas avec le monde, de quoi vous parlez là?» Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais aborder avant qu'on parte, qu'on te laisse aller? Ou une actualité avec le reel Ouais, éventuellement, Un quelque call chose to que action. ben truc oui, à là, comme plugger. Non, mais moi, je dirais pour revenir à l'introduction que j'ai fait au début, là, selon le quartier où vous habitez à Montréal, essayez de rejoindre vos comités logements, soit les appuyer, soit juste donner votre voix, soit même les aider ou peu Ouais, importe est-ce que des fois selon vous la avez besoin de situation. bénévoles, de Ben, c'est forces, ça, souvent on a besoin de d'aide? bénévoles, exactement. On a besoin de bénévoles pour des activités, ça nous aide grandement. Donc, contactez votre comité logement, offrez l'appui que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas nuire, Merci. j'ai l'impression, à moins d'être Non. complètement, bozo là, mais, On ne prend pas les propriétaires, par contre. Ça, c'est bah, oui, évidemment, là, en tout cas, je partage juste, pour finir notre votre site site web. web, voilà, n'hésitez pas à voir sur leur réseau, voir un petit peu tout ce qu'ils proposent, enfin, toutes les campagnes dans lesquelles, les Reels sont engagés auprès d'autres acteurs essentiels de la société civile. ben, merci beaucoup Francis d'avoir été là. On Merci te beaucoup. réinvitera probablement, à l'occasion. Je sais qu'on te voit dans le chat Merci parfois, de donc, au l'invitation. plaisir de revenir. Puis merci d'avoir pris le temps, là, c'est vraiment apprécié, puis important pour les gens. C'est, tu sais, c'est un enjeu qui est tellement au cœur, des discussions ces dernières années, là. À la prochaine. À la Bye, bonne prochaine, journée. bye. Salut. Alors, c'était Francis Dolan du RIL que tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Merci de vos contributions dans le chat. Moi puis Louise, on va continuer à deux.